Il y a bientôt un an, nous découvrions pour la première fois la deuxième partie de la saison 3 de l'attaque des Titans. Et avec elle, la spectaculaire bataille pour le district de Shiganshina, probablement la meilleure que l'on ait jamais vue en fiction, du moins jusqu'à la saison 4. Mais en se plongeant dans les détails des événements qui ont constitué ce combat, on se rend compte que la bataille de Shiganshina est encore bien plus complexe qu'il n'y paraît, et que ce que nous pensions en connaître n'est en réalité que le sommet de l'iceberg. 我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。塞ぐべき門は2つ、内門と外門。これによって志願しなくを独立させ、中に残った巨人を殲滅する。ライナーやベルトルトル、全ての敵を殺しきるまで。ライナー！ウォールバリア奪還作戦は完了しない。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。Il y a avant tout un concept très important à noter qui relève de stratégie en général et qui est extrêmement bien illustré durant la bataille de Shiganshina. Dans une situation où deux adversaires sont chacun en train d'essayer de mettre en place leur propre plan, au plus la bataille évolue, au plus elle tend vers le désordre. La victoire ne va pas simplement revenir à celui qui a construit la meilleure stratégie dès le début. Si l'un des deux adversaires se retrouve à un moment donné dans une situation qui lui est défavorable, il va tenter tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre l'avantage. Même si cela veut dire aller à l'encontre de sa propre stratégie et en construire une nouvelle. C'est pourquoi la partie la plus importante et la plus conséquente d'une bataille est le moment où les deux adversaires sont chacun en train d'essayer d'anticiper et d'adapter leur plan à celui de l'adversaire. 時に厳格に、時に柔軟に、兵士の原理原則にのっとり、最善を尽くせ。指揮系統を遵守せよ。我々は勝利するためにここに来たのだ。いつもありえない方法で僕らの予想外から攻めてくる。僕らがいつも来るのにはいつだって僕らが巨人を知らないからだ。 Comme l'a dit Armin, le bataillon d'exploration manque cruellement d'infos en ce qui concerne le pouvoir des titans. C'est pourquoi construire une stratégie complexe se basant sur des éléments spécifiques est impossible. À tout moment, l'un de leurs adversaires pourrait très bien faire l'usage d'un atout imprévisible qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Et au plus le plan est complexe, au plus il y a de risques pour que l'un des éléments clés nécessaires à son succès se fasse contrer par le pouvoir des titans. C'est pourquoi la stratégie d'Erwin doit rester le plus basique possible. Et le jeu qui représentera les éléments clés sur lesquels se repose la stratégie d'Erwin est constitué de 4 cartes. 敵を見つけるまで作戦は中断か。続行する。この敵地で長期戦となれば勝機は薄い。我々には短期決戦にのみ活路が残されている。それも全ては敵の思惑通りというならそれに付き合う手だろう。まあ何も隠し事があるのは彼らだけではないからな。Le pouvoir de pétrification des reines qui sera utilisé pour sceller les deux brèches du mur Maria. Cette carte a très peu de potentiel stratégique étant donné qu'il est plus que probable que Sig a déjà déduit que c'était la seule façon pour le bataillon d'exploration de sceller la brèche. Le pouvoir de durcissement de points des reines, les lances foudroyantes, et enfin l'attaque surprise qui est contrairement à ce qu'on pourrait penser, la carte la plus puissante du plan d'Erwin. A cause du manque d'informations en ce qui concerne le pouvoir des titans, une grande partie du plan d'Erwin consiste à observer et s'adapter aux actions de l'adversaire. Malgré les risques, ce plan est probablement le meilleur qui était à leur disposition. C'est pourquoi le plan de Sig est celui qui va véritablement définir la direction que la bataille prendra.
Le plan de Sig étant bien plus complexe que celui d'Erwin, se base sur 5 cartes qui vont constituer un plan A et un plan B. Le plan A se base uniquement sur la carte la plus puissante de Sig, le Titan cuirassé. On sait qu'Eren ne peut se transformer que 3 fois par jour maximum, et que chaque transformation l'affaiblit de plus en plus. Afin de mettre tous les avantages possibles de leur côté, ils veulent attendre qu'Eren ait scellé les 2 brèches du mur Maria, en cachant Reiner juste au-dessus de la porte intérieure, qui est celle qu'Eren va probablement colmater en dernier. Il peut se transformer et sauter sur Eren à l'instant où celui-ci se pétrifie. En sachant qu'il sera fatigué de ses 2 transformations précédentes et que Reiner aura l'avantage considérable d'être au-dessus de lui, il est plus que probable que le succès du plan A de Sig mette fin à la bataille instantanément. Il ne fait aucun doute que la carte cuirassée est de loin la plus puissante de toute la bataille. Elle apporte la victoire totale à elle seule en cas de réussite avec des chances de succès très élevées, et les risques sont plus que négligeables en cas d'échec. Mais dès l'instant où le plan A venait à échouer, la priorité absolue pour les 2 camps passe instantanément d'Eren aux chevaux, et chacun des 2 adversaires doit agir le plus vite possible s'il veut prendre l'avantage. Malheureusement, Sig avait déjà compris ça et il est le premier à réagir. Sig savait que dès l'instant où une deuxième transformation aurait lieu, seulement 2 scénarios étaient possibles. Soit 1, Eren est sur le point de colmater la brèche, dans quel cas le plan A est toujours d'application et la bataille sera bientôt remportée. Soit 2, Eren s'est transformé mais n'a pas l'intention de sceller la brèche, ou alors Reiner a dû se transformer pour une autre raison, ce qui veut dire que le plan A est un échec. Donc en observant simplement que la brèche n'est pas en train de se faire colmater suite à la deuxième transformation, Sig peut immédiatement comprendre que les chevaux sont devenus la cible la plus importante. Il a été dit plusieurs fois durant la série que ceux-ci étaient l'atout le plus important pour combattre les titans. Mais en quoi est-ce aussi véridique dans cette situation précise ? Eh bien c'est à cause de leur endurance. Les chevaux ne sont pas du tout le seul moyen pour échapper à un titan. À court terme, un équipement de manœuvre tridimensionnel sera bien plus efficace pour esquiver un titan. Être à dos de cheval rend même le combat plus compliqué. Mais à la différence de ceci, un équipement de manœuvre tombe vite à court de gaz. Le bataillon aurait pu tenter d'abandonner les chevaux et de s'enfuir en longeant le mur. Mais une fois à court de gaz, il se serait vite fait rattraper, et étant donné la topographie des murs, il est juste impossible de combattre un titan depuis leur sommet. Les chevaux permettent de résoudre ces 2 problèmes. A l'inverse des équipements de manœuvre, ils peuvent courir pendant des heures et n'ont pas besoin de relief pour se déplacer efficacement. Tuer les chevaux, c'est tuer tout le bataillon, et étant donné qu'ils sont une cible bien plus vulnérable qu'Eren, changer de priorité est une stratégie bien plus intéressante dans cette situation. Mais le succès du plan B nécessite un prérequis très important. La porte intérieure du mur Maria doit être fermée à tout prix. C'est la raison pour laquelle Sig doit agir le plus vite possible dès l'instant où le plan B est lancé. L'échec du plan A peut aboutir à seulement 2 situations. Première situation, Eren a colmaté la brèche depuis l'intérieur, ce qui veut dire que son dos fera face au mur rose au moment où il sortira de sa pétrification, et que Reiner sera incapable de lui sauter dessus. Et deuxième situation, Eren n'a simplement pas l'intention de sceller la brèche pour diverses raisons possibles. Dans l'un de ces 2 cas d'échec possibles, la porte intérieure est toujours ouverte, ce qui veut dire que les chevaux peuvent à tout moment aller prendre refuge derrière les murs de Shiganshina, se protégeant ainsi de tout projectile. Cette situation est l'un des 2 scénarios catastrophes pour le plan de Sig. À l'intérieur de Shiganshina, les chevaux ne sont plus une priorité à défendre et le bataillon ne sera plus divisé en 2 groupes. Ils pourront utiliser les chevaux et leur équipement pour combattre n'importe quel titan, mais la partie la plus dangereuse de ce plan est que sans la pression exercée par le siège de Sig, Reiner se retrouve seul dos au mur face à Eren et au bataillon tout entier. Sig sera incapable d'aider Reiner sans briser son siège, et même s'il décide de lui venir en aide, la morphologie du bestial le rend extrêmement inefficace et vulnérable en combat rapproché. Une fois Reiner vaincu, le siège sera alors bien plus facile à briser. Afin d'éviter cet enchaînement de catastrophes, Sig doit être capable de fermer lui-même la porte intérieure si la situation le requiert. C'est pourquoi il a prévu un joker de secours, l'immense rocher qui lui permet de condamner la porte. Sa 4e carte est celle du titan colossal, mais elle est beaucoup plus faible que la carte cuirassée. L'utiliser sans précaution peut aboutir à la mort de Reiner, d'Eren ou pire, les 2. En plus de ça, elle ne peut être utilisée qu'une seule fois, et l'avantage qu'elle représente varie énormément d'une situation à l'autre, contrairement au cuirassé. Mais il contrebalance ses désavantages en étant extrêmement versatile, utilisable dans beaucoup de situations différentes. C'est en gros une carte joker qui peut être envoyée à tout moment sans nécessité de prérequis.
Il peut être utilisé pour tuer les chevaux si ceux-ci réussissent à trouver refuge dans Shiganshina, pour forcer le bataillon à se séparer pour éviter l'onde de choc ou en répandant l'incendie. Il peut même être utilisé dans le cas où le bataillon arrive à prendre le contrôle de Shiganshina en menaçant de détruire le district de Trost et le mur rose. Et pour boucler la stratégie de Sieg, sa carte de tir d'artillerie permet d'accentuer la pression mise sur Erwin et le bataillon en forçant une course contre la montre qui les oblige à effectuer des décisions restreintes. En plus de leurs atouts et de leurs cartes, chaque adversaire a également des conditions de victoire. Ces conditions de victoire vont être très importantes car elles vont définir des patterns de décision stratégiques. C'est-à-dire que chaque décision aura pour but non seulement de vaincre l'adversaire, mais également de faire avancer la situation dans une direction bien précise. C'est comme si Erwin et Sieg jouaient aux échecs sur deux plateaux en même temps, et que chaque mouvement qu'ils effectuaient avait un impact direct sur les deux plateaux à la fois. Rien ne peut être laissé au hasard et il faut trouver les coups qui seront le plus efficaces en tenant compte des deux dimensions stratégiques de la bataille. Si on se penche du côté d'Erwin, ils ont pour objectif principal au début de la mission de sceller les deux portes de Shiganshina le plus vite possible. Avec du recul, cet objectif peut paraître insensé. Il aura pour conséquence de fatiguer Eren pour sa troisième transformation, ce qui donne un énorme avantage à l'adversaire, et ils prennent beaucoup de risques pour rien car le cuirassé et le colossal peuvent à tout moment détruire la porte à nouveau. Et pourtant, colmater les deux brèches du district est un élément d'une importance capitale pour le bataillon d'exploration. Pour comprendre l'importance de la stratégie d'Erwin, il faut d'abord jeter un œil aux conditions de victoire de Sieg. Il faut bien garder en tête que Sieg, Reiner et Berthold sont du côté des défenseurs et possèdent déjà l'avantage d'être sur place à Shiganshina. Leur meilleure condition de victoire dans un premier lieu va être d'utiliser cet avantage le plus longtemps possible pour observer de loin la stratégie d'Erwin. Ils pourront ainsi connaître les conditions et stratégies de l'adversaire et s'y adapter. Pour le bataillon, cela équivaut à avancer dans le noir complet. Ils savent qu'en arrivant à Shiganshina, ils seront entièrement exposés et n'auront accès à aucune information sur l'adversaire avant que celui-ci ne passe à l'action. C'est pour ça que leur plan ne peut pas simplement se baser sur courir à Shiganshina et buter tout le monde. Tuer les ennemis est en effet une condition de victoire, mais étant donné qu'ils savent que Sieg va tirer profit de sa position défensive, un plan purement offensif risque d'aboutir à une situation prolongée s'ils n'arrivent pas à trouver leur cible. La situation ne progressera pas pour Erwin, tandis que Sieg pourra tranquillement mettre en place une stratégie dominante. Afin d'éviter cette situation catastrophique, Erwin a besoin de créer lui-même une condition de victoire tierce qui n'implique pas directement ses adversaires. Cela les forcera à abandonner leur position défensive plus tôt, limitant les informations et les avantages qu'ils peuvent en tirer en forçant la confrontation. Si Erwin arrive à sceller les brèches, il n'est plus nécessaire de tuer l'ennemi pour gagner, mais simplement de le repousser. Si le bataillon arrive à prendre le contrôle défensif du district et à faire reculer Sieg, ils pourront alors mettre en place un périmètre de défense avec l'aide de la garnison, et ainsi empêcher le colossal ou le cuirassé de détruire le mur à nouveau. Si on simplifie tout ça, ce qu'il faut retirer est que les conditions de victoire définissent le style de jeu de chaque adversaire. Ainsi, Sieg jouera le stall, au plus la bataille va durer longtemps, au plus ses chances de gagner vont augmenter. Et pour le contrer, Erwin jouera l'attaque éclair. Il va compter sur le fait que l'adversaire souhaite prendre son temps pour installer une stratégie complexe et va mettre en place un plan simple et rectiligne pour frapper le plus fort possible, le plus vite possible. Ainsi, les conditions de victoire vont définir les choix que chaque adversaire fera. Erwin va favoriser les actions qui vont précipiter le rythme de la bataille, comme en forçant un combat contre Reiner. Il abandonne ainsi une de ses cartes qui était devenue inutile, celle de l'information de la position d'Eren, et en échange, il force Reiner à rester et à engager le combat contre lui et l'escouade Levi, ce qui précipitera la bataille. Il faut noter qu'Erwin pouvait être sûr dans cette situation que Reiner abandonnerait les chevaux. Comme celui-ci l'a dit, Eren aurait pu contourner le siège et prendre Sieg à revers, en même temps que le bataillon ne le charge par le front. Mais Reiner aurait suivi aussitôt, résultant en un double sandwich, qui est une situation que tout bon stratège souhaite éviter comme la peste, car elle aboutit inévitablement en un 50-50 complètement aléatoire et désordonné. A l'inverse d'Erwin, Sieg va favoriser les décisions qui vont prolonger et étendre la durée du combat, comme lorsque Reiner tente d'éliminer les chevaux et de rejoindre le siège le plus vite possible en ignorant même la cible que représente Erwin. Si Reiner tente de tuer Erwin, il investit du temps et des risques pour avoir des chances de tuer une cible, tandis que s'il utilise ce temps et cette énergie à tuer les chevaux, il augmente ses chances d'éliminer tout le bataillon, y compris Erwin, sur le long terme. On retrouve d'autres traces du pattern de Sieg à plusieurs moments.
Par exemple, lorsqu'il ne commence pas immédiatement les tirs d'artillerie vers les chevaux au début du siège. Au lieu de ça, il envoie d'abord les petits gabarits de 3-4 mètres au casse-pipe. Il utilise toutes les ressources à sa disposition le plus efficacement possible. Les 3-4 mètres ne sont pas nécessaires pour maintenir le siège, et en les utilisant pour menacer les chevaux, il force le bataillon à épuiser gaz, énergie et temps, tout en attirant au fur et à mesure les soldats expérimentés dans une position idéale pour les premières salves de tir d'artillerie. Sieg attend également la bonne opportunité pour utiliser le colossal. Comme je l'ai évoqué plus tôt, l'efficacité du colossal varie énormément en fonction de la situation. Sieg a donc tout intérêt à prendre tout son temps et à attendre l'occasion où sa carte sera la plus bénéfique pour lui et la plus destructrice pour l'adversaire, en sachant que Berthold ne peut se transformer qu'une seule fois. Les situations catastrophes sont l'aboutissement possible d'un combat qui se présente comme étant le pire possible. Il est très important d'en tenir compte en stratégie, car si l'adversaire analyse correctement votre tactique, c'est vers cette situation qu'il tentera le plus de faire avancer la bataille. Il est donc très courant de prévoir une carte spécialement pour éviter cette situation précise. Le plan d'Erwin est très basique à cause du manque d'informations, et une grande partie de sa stratégie repose sur le fait de s'adapter aux actions de l'adversaire. En revanche, comme le plan de Sieg est beaucoup plus complexe, il présente deux situations catastrophes. La première a déjà été mentionnée dans le cas où Eren ne bouge pas la porte antérieure et est résolue par la carte spéciale de Sieg qui lui permet de fermer l'accès au district par lui-même. Mais il reste une deuxième situation qui n'a pas pu être résolue. Vous vous rappelez quand j'ai dit au tout début que la carte d'attaque éclair était probablement la plus forte du jeu d'Erwin. Eh bien tout se résume à un seul moment précis. C'est un risque que Sieg doit prendre et une période d'extrême vulnérabilité pour le déroulement de sa stratégie où la moindre erreur peut aboutir en une défaite totale. Cette courte période prend lieu entre le moment où le bataillon franchit la porte intérieure et le moment où Eren colmate la deuxième brèche. Comme on peut le voir, afin que le siège soit au maximum de son efficacité, il faut que les titans soient disposés sur un relief plat, loin de tout arbre, maison et autres reliefs. Ainsi, il est impossible pour le bataillon de tenter de briser le siège, car ils n'ont aucun objet auquel s'accrocher pour effectuer des manœuvres complexes. Par contre, pas de relief signifie pas de couverture. Étant donné que le bataillon allait traverser la porte intérieure en arrivant de Trost, il n'était pas possible pour Sieg de cacher les titans non transformés au préalable. Il devait donc probablement attendre près d'une lisière que ceux-ci les dépassaient. Mais étant donné l'attaque éclair d'Erwin, Sieg doit s'empresser de mettre en place le siège le plus vite possible avant que le plan Han se déclenche. Il serait raisonnable de déduire que pour parcourir un tel périmètre, Sieg devait se déplacer au dos du titan quadrupède, ce qui le rend alors extrêmement facile à repérer par les soldats postés au sommet des murs intérieurs. Au moment où le siège se déclenche, Erwin a immédiatement compris que la cible du bestial était les chevaux. S'il l'avait vu déployer le siège plus tôt, Erwin aurait probablement repéré le danger qu'il courait. Comme il était toujours en mesure de se retirer, il serait rentré à Trost sans essuyer aucune perte en longeant le mur par le côté qui n'était pas encore fermé par le siège, pour revenir quelques jours plus tard avec un meilleur plan et des mesures capables de déjouer le plan de Sieg. Voilà pourquoi l'attaque éclair est le meilleur atout d'Erwin. Il force Sieg à mettre en place son plan avec précipitation et à courir d'énormes risques avant que le bataillon n'arrive à sécuriser Shiganshina. Malheureusement, en déjouant le plan A, Armin a également canalisé toute l'attention des soldats vers l'intérieur du district et mis en attente le déroulement de l'opération, permettant à Sieg d'avoir le temps de mettre en place son plan B. Pour résumer cette première partie, retenons qu'il y a deux moments clés qui ont défini la bataille tout entière. Le premier est le moment où Armin convainc Erwin de fouiller les murs et de mettre en attente l'opération. Sans cette décision, qui est une infraction qu'Erwin accepte de commettre face à son propre pattern de décision, l'humanité aurait perdu la guerre au moment où Eren serait sorti de sa pétrification. Et le deuxième est le moment où Erwin arrive à persuader Reiner d'abandonner les chevaux. S'il n'avait pas eu l'idée d'utiliser Eren comme appât, Reiner aurait pu conclure la mise en place du siège et se réfugier avec Sieg pour le consolider. A partir de là, il est pratiquement impossible de retourner la situation pour le bataillon d'exploration. Ce sont ces deux événements qui ont le plus joué contre le plan brillant de Sieg. Une bataille bien écrite et bien ficelée ne doit pas se résumer à celui qui a conçu la meilleure stratégie dès le départ. Elle doit aussi dépendre de quel adversaire arrive le mieux à s'adapter et à réagir le plus vite à l'adversaire. Et s'il y a bien une chose à tirer, c'est que Hajime Isayama est un putain de génie.